Au cœur des montagnes andalouses du sud de l'Espagne, se dresse une magnifique forteresse de contes de fées. L'Alhambra. Sa redoutable citadelle domine la ville et la région de Grenade. 37 gigantesques tours ponctuent ses murailles. Et sa construction a duré plus de 150 ans. Mais l'Alhambra n'est pas qu'un simple fort. C'est aussi une magnifique suite de palais agrémentés de splendides patios, théâtre de sanglantes intrigues, et le plus célèbre monument d'architecture musulmane du monde occidental. Grenade, Andalousie, sud de l'Espagne. Au XIIIe siècle, la ville est sous la domination musulmane. Située à l'endroit où la grande plaine de Grenade s'élève pour rejoindre les montagnes de la Sierra Nevada, la magnifique forteresse, appelée Alhambra, surplombe toute la région. Elle était destinée à être une affirmation de la puissance militaire des souverains. Mais l'Alhambra ne se contente pas d'être une forteresse. C'est un ensemble de différents palais édifiés pendant plus d'un siècle et demi par une succession de sultans. Chaque nouveau souverain devait construire un nouveau palais, parce que tout souverain se doit de bâtir. Ces palais sont entourés de toute une série de ravissants patios, rafraîchis par des bassins et des fontaines alimentés par l'eau de la montagne. L'ensemble étant situé dans l'enceinte d'une menaçante forteresse conçue pour intimider. Cependant, en dépit de toute sa majesté, l'Alhambra n'est pas un monument triomphaliste. Il est né de la peur. Nous sommes en l'an 1238 de notre ère. Le monde musulman subit les attaques des croisés catholiques depuis plus d'un siècle. Après 500 ans d'existence, l'empire musulman en Espagne commence à se rétrécir sous la pression des royaumes chrétiens du Nord. De manière générale, les puissances chrétiennes avançaient vers le sud, et le début du XIIIe siècle est incontestablement une période de crise pour le pouvoir musulman. Selon le docteur Amira Benison, c'est un moment décisif dans l'histoire de l'Espagne musulmane. Ils subissaient une pression exercée au nord par la Castille, puis par l'Aragon dans la partie orientale de ce qui allait devenir l'Espagne. L'empire s'est effondré et c'est à cette époque que des seigneurs locaux tels que Mohamed Ier de la dynastie des Nasrides ont commencé à se créer de petites enclaves. On connaît peu de choses de la vie de Mohamed Ben Nazar avant son arrivée à Grenade. Il n'est qu'un sultan de deuxième ordre parmi tant d'autres, guerroyant sur les restes de l'empire musulman déclinant. Lorsque la Castille avance sur ses terres situées au nord, il met le cap au sud et s'empare de Grenade dans des circonstances mystérieuses. C'est un opportuniste, un individu audacieux qui a tiré le meilleur parti des circonstances politiques de l'époque pour s'assurer l'allégeance de plusieurs villes, dont Grenade. Une fois sur place, Mohamed grimpe sur les versants boisés qui surplombent Grenade, en quête d'un emplacement où construire une forteresse qui puisse abriter sa famille, les Nasrides, et la protéger de la progression chrétienne. Il entend parler d'un fort, construit 100 ans plus tôt par une précédente dynastie, et se met à sa recherche sur la colline. L'antique château arabe était construit sur la colline de la Sabica, sur les contreforts des montagnes de la Sierra Nevada. C'est un emplacement idéal pour une forteresse. Déjà, il la voit se dresser devant lui. Mohamed Ben Nazar a trouvé sa montagne. La colline de la Sabica est un bon emplacement pour une forteresse, car la colline a une centaine de mètres de hauteur. Don Antonio Orihuela est un spécialiste de l'architecture de l'Alhambra. Il estime que d'un point de vue géographique, le site est parfait pour une forteresse. Et derrière se trouvent les dernières collines de la Sierra Nevada. Ainsi, aucune armée ne peut prendre la colline d'assaut par derrière. Mohamed reconnaît immédiatement les atouts défensifs du site.
il entreprend de dessiner la citadelle de ses rêves. Tout d'abord, il faut reconstruire la forteresse existante, appelée Al-Qasaba, pour en faire un fort assez grand pour accueillir ses troupes. Ce dernier gardera une suite de palais entourés de luxueux jardins. Ces palais constitueront le quartier royal sur le versant nord de la colline. À côté, sera bâtie une cité, appelée Médina, et destinée à abriter les centaines de personnes indispensables au bon fonctionnement de ce bastion royal. Le tout sera entouré d'un gigantesque mur d'enceinte, doté de tours de garde et destiné à repousser les attaques de maraudeurs. Mais avant tout, il doit construire une tour de guet. Ces tours défensives font partie intégrante de la façon dont Mohamed conçoit son Alhambra. L'élément de base de chaque tour est une pièce carrée qui se répète à chaque étage. Ces pièces sont constituées d'arches voûtées qui permettent à la lumière d'inonder l'intérieur. La première tour que Mohamed édifie est la tour du guet. Jamais Grenade n'a vu une construction de cette taille. Elle est destinée à envoyer un message tant aux musulmans qu'aux catholiques. C'est une déclaration au peuple de Grenade. Les souverains nasrides voulaient ainsi leur dire « Nous pouvons vous défendre, mais n'oubliez pas que nous sommes vos souverains, que nous sommes puissants et que nous vous dominons, car vous êtes nos sujets. » Cette tour de guet doit être assez forte pour pouvoir résister à n'importe quelle attaque pendant la construction du reste de l'Alhambra. C'est pourquoi Mohamed veut qu'elle soit située sur la pointe occidentale de la colline de la Sabika, où elle sera le point d'ancrage de sa future forteresse. Là, elle sera entourée de pentes abruptes sur 3 côtés, ce qui la protégera des attaques et lui permettra de dominer la plaine de Grenade. Édifier une énorme tour au bord d'un précipice en n'utilisant que des outils primitifs ne va pas être chose aisée pour les constructeurs. Mais la solution de leur problème se trouve juste sous leurs pieds. Ils bâtissent leur forteresse sur un versant pratiquement à pic, atout majeur pour la défense, et une énorme entaille dans cet à pic révèle le matériau étonnant qui a rendu possible la construction de l'Alhambra. Au pied de la tour du guet, Ed McCann, ingénieur des travaux publics, analyse une veine de cette roche rouge. Cette terre est l'un des secrets de la construction de cet édifice. Ce fameux mortier de l'Alhambra est un mélange d'argile, de sable et de pierre. Si on prend une poignée de cette terre et qu'on la mouille, l'argile devient collante. Et ce mortier peut être modelé. Et c'est ce qu'ils ont utilisé pour faire ça. Les ouvriers disposent ainsi d'un matériau prêt à l'emploi sur le site même du chantier. Ce qui accélère les délais de construction tout en leur permettant de rester à proximité de la forteresse qu'ils bâtissent. Sa couleur a aussi donné son nom au fort, Madinat al-Amra, qui signifie ville rouge. Ce ciment primitif permet aux constructeurs d'établir une base extrêmement solide pour la tour du guet, sans avoir à tailler et transporter d'énormes quantités de pierres. Leur plan de l'édifice présente cependant un gros défaut. Le centre de la tour est supporté par toute une série d'arches sur lesquelles repose tout le poids de l'édifice. À mi-hauteur, ils réalisent que les arches ne sont pas assez résistantes pour supporter la charge. La première tour de Mohamed pourrait s'effondrer comme un château de cartes à tout instant. Pour la renforcer, ils remplissent une partie du sous-sol pour donner de solides fondations à la tour. Mais cette intervention faite à la hâte ne suffit pas à régler le problème. La forteresse de Mohamed risque toujours de s'écrouler. La tour du guet de l'Alhambra est en danger. En arrivant aux étages supérieurs, les constructeurs réalisent que les niveaux inférieurs ne sont pas assez résistants pour supporter le poids de la tour. Ed McCann explore les étages inférieurs pour comprendre pourquoi. Toute cette zone était censée être beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'est. Il y a ici de nombreuses arches qui ont été murées.
Celle-ci, par exemple, aurait dû être ouverte, de même que cette partie-là. On ne fait pas ce genre de choses sans raison. On le fait lorsque la structure ne réagit pas correctement. Et on voit ici toutes sortes de signes prouvant que la structure subit une pression. Quand on descend ici, on trouve les traces d'une énorme fissure. Cette fissure structurelle dans la paroi est considérable. Elle a été rafistolée. Par ici, on voit une autre arche murée. Et de l'autre côté, je pense que nous allons trouver l'explication de ce qui se passe ici. La voici. Il y a ici une considérable fissure structurelle. Elle traverse toute la paroi de haut en bas. Nous voyons que ce mur s'est éloigné de l'autre, ce qui a permis à la fissure de se former. Maintenant, la question est de savoir ce qui a repoussé ce mur. Le poids de la tour écrase les arches qui la soutiennent, la déformant et fissurant les parois. Alors, quand ils ont vu les fissures apparaître, ils ont muré les arches, les transformant en murs pour que les forces s'exercent en ligne droite. Les ouvriers de Mohamed murent les arches pour leur donner la résistance indispensable. Mais l'intérieur de la tour n'a plus rien à voir avec le dessin original. La vision du sultan de pièces voûtées avec un jeu d'ombre et de lumière a totalement disparu. À sa place, se dresse un monument compact, répondant aux exigences de l'époque. Ces exigences sont défensives. La grande tour du guet de Mohamed domine les plaines de la Sierra Nevada, avec à l'horizon les collines les plus éloignées de son royaume. Disparaissant aujourd'hui sous une ville moderne, c'était autrefois des terres cultivées. Sa situation est idéale pour être au cœur du grand réseau de renseignement qui protège le royaume de Mohamed. Et le sultan a grand besoin d'un tel réseau. En 1245, tout juste 7 ans après qu'il s'est emparé de Grenade, Mohamed a déjà perdu ses territoires du nord au profit de l'avancée chrétienne et son armée est trop petite pour lui permettre de les reprendre. Ce n'est pas un homme qui survit grâce à sa puissance militaire, car cette époque est révolue. Il survit grâce aux informations qu'il obtient et grâce à ses relations. Comme le sait le professeur Didi Fairchild Ruggles, l'avenir de l'Alhambra dépend entièrement d'un bon service de renseignement. Il lui fallait se tenir informé. Il devait savoir quand les ennemis approchaient et il devait savoir ce qui se passait. Pour collecter ces renseignements, il installe un réseau de tours de signalisation destiné à le tenir informé de l'avancée chrétienne. Les premiers Nasrides ont fait de gros investissements dans une série de tours de guet et de forteresses aux frontières. Elles leur permettaient de savoir si l'avancée des chrétiens se dirigeait vers Grenade et leur procuraient des ceintures défensives fortifiées. Ces fortins portent le nom de atalayas. Ils font partie d'un vaste système de renseignement qui récolte des informations auprès des voyageurs pour être tenus au courant des mouvements des troupes chrétiennes. Des signaux prévenant les attaques imminentes sont envoyés du sommet de la tour, au moyen de miroirs spécialement conçus, de fumée ou de feu. Les renseignements sont ensuite transmis de tour en tour, traversant tout le royaume, avant d'aboutir au sommet de la tour du guet de l'Alhambra pour informer le sultan de l'imminence d'une attaque. En 1246, des messages ainsi transmis informent Mohamed que le roi chrétien Ferdinand de Castille s'est emparé de la ville de Jaén, située à 66 km au nord de Grenade. C'est un coup terrible. Mohamed réalise qu'il ne peut pas stopper l'avancée castillane. Il doit gagner du temps pour pouvoir achever la construction de sa forteresse. Il passe alors un marché avec Ferdinand de Castille. En échange de la garantie de son autonomie, Mohamed lui abandonne non seulement Jaén, mais l'aide aussi à s'emparer de Séville. Cette manœuvre intelligente est aussi un aveu de faiblesse.
À partir de 1248, les musulmans ont perdu toute capacité à regagner leur territoire perdu ou à en gagner de nouveau. Ils ne cherchent plus qu'à retarder cette puissance grandissante venue du nord. Beaucoup de gens ont été choqués qu'il ait abandonné Jaén. Il l'a fait pour protéger Grenade. Il a estimé que c'était le prix à payer pour protéger l'enclave qu'il avait créée. Mohamed sait que cette trêve fragile peut être rompue à tout instant. Sa citadelle doit être protégée le plus vite possible. Pour cela, il doit achever la forteresse Al-Qasaba qui va abriter les troupes gardant l'Alhambra. Son plan est de construire un château triangulaire ancré sur 3 tours. De là, un corps de garde situé à l'arrière donne accès au reste de l'Alhambra. Les ouvriers utilisent des moules pour ériger des murs de 3 mètres d'épaisseur construits en mortier de l'Alhambra. La spécificité de ce mortier, c'est la facilité avec laquelle il permet de construire. Ce mur nous révèle comment il a été construit. On construit tout d'abord un moule, 2 grands panneaux reliés entre eux par une série de piquets. On peut voir les endroits où passer les piquets. On relie les panneaux avec les piquets, on attache le tout et on déverse le mortier à l'intérieur avec un peu d'eau. Ensuite, on mélange le tout et on tasse pour obtenir un mortier qui, en séchant, devient aussi dur que du béton. Il laisse la première couche sécher, puis monte dessus et recommence le même procédé. Mais les ingénieurs n'ignorent pas que cette technique de construction présente un sérieux inconvénient. L'eau et le vent enlèvent tout ça. Cette surface a été érodée pendant de nombreuses années et a perdu sa résistance. Pour empêcher que ça ne se produise, ils appliquaient un stuc fait de chaux et de sable, qui donne le fini que nous voyons sur ce mur. C'est tout simplement du sable mélangé à de la chaux avec un peu d'eau et qui est ensuite appliqué comme du plâtre. C'est beaucoup plus efficace contre l'eau. Et le tour était joué. C'est ainsi que les murailles et les bâtiments qui forment l'Al-Qasaba ont pu être édifiés rapidement et sûrement sous l'ombre protectrice de la tour du guet. Du haut de la tour, on peut encore apercevoir le plan des bâtiments qui formaient autrefois l'Al-Qasaba. Cette cité miniature abritait les troupes de la garde du sultan, ainsi que les gens qui s'occupaient d'eux. Dans l'artère centrale de l'Al-Qasaba se dressaient 5 entrepôts et 13 maisons particulières. Une tannerie, des fours, des magasins et une boulangerie subvenaient aux besoins des habitants. Il y avait tous les bâtiments que l'on trouve généralement dans une ville. Palais, maisons, ateliers, mosquées, bains et même un souk. Le souk, ou marché, fournit en nourriture les habitants qui vivent ici, entassés dans les rues étroites. À l'ombre des grandes tours qui protègent la forteresse, l'Al-Qasaba grouille de vie. Le sultan Mohamed a dû déambuler dans l'enceinte de son fort en ayant le sentiment que sa dynastie était enfin en sécurité. Mais l'Alhambra est destinée à être plus qu'une forteresse. Car le sultan prévoit de construire derrière l'Al-Qasaba une série de palais destinés à lui-même et à sa famille, ainsi que des patios et une petite cité pour loger son personnel. L'Alhambra a été non seulement peuplée par la famille du sultan, mais aussi par ses courtisans, ses domestiques et ses gardes. Une énorme population vivait dans ce palais. On peut la considérer comme une ville miniature de près de 5000 habitants. Pour faire vivre cette population, l'Alhambra est parsemée de jardins. Les jardins de l'Alhambra étaient conçus pour recréer une oasis. Don Antonio Malpica a étudié en détail la topographie de l'Alhambra. Selon lui, les jardins ont une double fonction. C'est pourquoi la sensation d'être dans un espace récréatif et en même temps productif est fondamentale. Les jardins de l'Alhambra étaient conçus tant pour leur côté utilitaire que pour le plaisir, pour faire pousser des légumes aussi bien que des fleurs.
Il n'y a qu'un seul problème. Il n'y a ni source ni cours d'eau sur la colline de la Sabica. C'est un très sérieux inconvénient pour une place forte censée nourrir et abreuver 5000 personnes. Le cours d'eau le plus proche est la rivière qui coule au nord du site. Mais sa situation pose problème. Au XIIIe siècle, la rivière Darro devait ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. Un petit cours d'eau qui traverse Grenade. Le problème de Mohamed, c'est que l'eau est ici et qu'il en a besoin là-haut. Pour que l'Alhambra soit viable, les ouvriers doivent détourner une rivière au sommet de la colline de Mohamed. Détourner la rivière vers l'Alhambra est un véritable défi. Mais Mohamed et ses ingénieurs doivent trouver un moyen d'y arriver. Sinon, le sultan ne pourra jamais transformer sa citadelle en une oasis autonome de jardins et de potagers. Il doit faire arriver de grandes quantités d'eau dans les patios qu'il prévoit. Pour cela, il va falloir quadriller l'Alhambra de canaux d'irrigation, ce qui est loin d'être évident. De nos jours, on oublie facilement le rôle que jouait l'eau dans l'environnement historique et à quel point il était difficile de s'en procurer. Imaginez une communauté vivant en haut d'une colline et un énorme besoin d'eau des centaines de mètres au-dessus de la seule source d'eau, la rivière. Confrontés à ce problème, ils ont fait ce qu'il y avait de plus intelligent à faire. Ils ont remonté la rivière jusqu'à un endroit où l'eau se trouvait à une altitude supérieure à celle de l'Alhambra et ont utilisé l'énergie de la rivière pour s'alimenter en eau. Comme il n'y a pas de lac naturel au-dessus de l'Alhambra, ils en créent un. Les ingénieurs de Mohamed font construire un barrage au-dessus de l'Alhambra afin d'engendrer la pression nécessaire pour alimenter la citadelle. Et à 6 km de l'Alhambra, Don Antonio a trouvé le barrage construit à l'époque. Nous sommes sur la rivière Darro, à l'endroit exact où le premier souverain nasride, Mohamed Ier, a donné l'ordre de construire un canal pour détourner l'eau de la rivière. Ce barrage crée un réservoir pouvant fournir suffisamment d'eau pour remplir un bassin de la taille d'une piscine olympique toutes les 5 secondes dans les jardins de l'Alhambra, situés loin en dessous. Il est difficile d'imaginer que tout ceci a été creusé à la main il y a près de 800 ans. Mais sous son revêtement moderne de béton se trouve un très ancien réservoir. Le système d'irrigation a exactement le même plan qu'à l'origine. La seule chose qui diffère, ce sont les matériaux de construction, car le canal et ses vannes doivent être rénovés tous les ans. Il y a 2 écluses là-bas. L'eau de ce réservoir s'écoule dans un canal appelé Assekouya par les musulmans et finit par alimenter l'Alhambra. Mais le détournement de la rivière Darro n'est que la première étape d'un projet colossal. Un énorme obstacle doit encore être franchi. Le réservoir se trouve dans une vallée située entre 3 collines. Alors, pour atteindre l'Alhambra, les ingénieurs de Mohamed doivent construire un canal de 6 km de long qui traverse les collines surplombant la citadelle. Il doit transporter l'équivalent du contenu de 7000 piscines olympiques par jour pour alimenter la population croissante de l'Alhambra. Et il ne peut fonctionner qu'à condition de descendre la colline avec une inclinaison régulière. Mais comment cela est-il possible s'il y a une colline sur le parcours? La solution qu'ils trouvent est très audacieuse. Au lieu de contourner la colline, ils décident de la traverser. Ils percent un tunnel de près d'1 mètre de large et 2 de hauteur dans la colline en direction de l'Alhambra. Et la stabilité naturelle du mortier de l'Alhambra l'empêche de s'effondrer. Il leur faut des mois pour creuser un tunnel dans la colline voisine de celle de la Sabica, une colline que l'on appelle Généralif. Mais ils ont encore un problème à résoudre. Ils doivent trouver le moyen de faire passer l'eau d'une colline à l'autre.
Pour faire passer l'eau du Généralif à l'Alhambra, les ingénieurs de Mohamed doivent franchir le vide de 15 mètres qui sépare les deux collines. La solution ? Un aqueduc. C'est ici que l'eau de la Darro arrive à l'Alhambra. Autrefois, elle passait par la Sequoia Real, qui était un canal qui la transportait jusqu'au milieu de l'Alhambra. La Sequoia Real est l'artère vitale de l'Alhambra. À partir de ce canal, l'eau est distribuée aux quatre coins de la citadelle. Il fournit de l'eau fraîche à la population et alimente les innombrables bassins et fontaines des jardins du sultan. Ces derniers ont été conçus pour symboliser le royaume de Grenade sur lequel règne le sultan. L'eau qui s'écoule dans l'Alhambra est en quelque sorte le microcosme de l'eau qui s'écoule dans le royaume. Elle provient des sources situées dans la montagne, alimente les fermes et les vergers avant de rejoindre les rivières. À l'Alhambra, cette même eau coule dans le palais, remplit les fontaines et les bassins des jardins, qui ne sont qu'une version embellie du paysage agricole. Les jardins ont une autre utilité. Ils sont conçus pour créer une oasis de fraîcheur dans la chaleur du soleil de Grenade. L'islam est né dans le désert, dans un environnement où l'eau est extrêmement rare. Et la possibilité d'avoir de l'eau courante est quelque chose de très désirable. Plus que désirable, l'eau est d'une importance capitale. L'eau qui coule est très importante d'un point de vue musulman, car elle est indispensable pour pratiquer les ablutions rituelles. Vous remarquerez que dans l'Alhambra, l'eau est rarement immobile. Même dans les bassins, l'eau y coule, puis s'en écoule. C'est très important pour la pureté rituelle que l'eau soit constamment en mouvement. Pour que l'eau reste pure, les ingénieurs de Mohamed doivent créer un système qui empêche les sédiments d'encrasser les canaux. On retrouve leur ingénieuse solution un peu partout dans l'Alhambra. Des bassins peu profonds destinés à ralentir l'eau. L'eau s'écoule à toute vitesse dans le canal, transportant toutes sortes de choses et arrive dans un bassin plus large où elle ralentit. La vase et le sable peuvent ainsi ralentir et se déposer au fond. De cette façon, l'eau qui coule dans les jardins de l'Alhambra est constamment fraîche. Mais une trop grande quantité d'eau peut poser un problème. En cas de surcharge, le système peut refouler, bloquer le canal et empêcher l'eau de s'écouler librement. Pour éviter ce désagrément, les ingénieurs de Mohamed décident d'installer une vanne de sécurité. Tout excédent d'eau pouvant bloquer la Sequoia est dévié dans un canal parallèle, puis déversé dans un système d'écoulement construit dans les murs. C'est par ici qu'elle s'écoule. L'eau sort de l'Alhambra, passe dans un tuyau jusqu'à cette embouchure, puis passe par là avant de se déverser de nouveau dans la rivière Darro. Les ingénieurs ont peut-être résolu le problème de l'excédent, mais ils n'ont aucun contrôle en cas contraire. Et il devient vite évident que pendant les saisons sèches, l'Alhambra peut rapidement épuiser ses réserves d'eau. Au sommet du Généralif se trouve la solution qu'ils ont trouvée pour régler ce problème. Toute une série de réservoirs. Ils sont placés en hauteur pour que la gravité leur permette d'alimenter constamment les jardins. Pour remplir ces réservoirs, un âne est attelé à un mécanisme fait de différents pignons de bois. L'âne, en marchant, fait tourner une roue horizontale qui fait à son tour tourner un pignon attaché à un moulin à eau dont les seaux se remplissent dans la Sequoia, située en contrebas, pour se déverser dans le réservoir situé en hauteur. De cette façon, les ingénieurs de l'Alhambra ont pu exaucer le rêve de Mohamed d'une oasis de jardin entourant les palais protégés par sa forteresse.
Mais Mohamed ne verra pas son rêve concrétisé. Il meurt en 1273, avant que l'œuvre de sa vie ne soit achevée. Il laisse derrière lui un grand projet en cours. La raison même pour laquelle il a fait édifier une forteresse. Les palais nasrides. Ils sont le cœur même de l'Alhambra. Au cours du siècle suivant la mort de Mohamed Ben Nazar, ses successeurs terminent le grand mur d'enceinte de la citadelle et construisent l'ensemble des palais qui vont abriter sa dynastie. Chaque palais est unique. Ils ont été bâtis les uns après les autres par une succession de sultans. Chaque souverain voulait édifier un nouveau palais, ou du moins rénover les palais existants pour laisser sa marque. C'est pourquoi toute une série de bâtiments a fini par remplir l'espace et par créer un réseau de palais au sein même du complexe de l'Alhambra. Tous ces palais forment l'un des ensembles les plus impressionnants d'Europe. C'est pour les protéger que l'Alhambra a été conçue. Mais la vocation de l'un d'entre eux est en outre d'intimider. « 1333. Un siècle après l'instauration de la dynastie, Youssouf Ier monte sur le trône de l'Alhambra. Il hérite des attributs du sultan à un moment culminant du conflit entre Grenade et les chrétiens castillans qui occupent la majeure partie de l'Espagne. Le règne de Youssouf Ier au début du XIVe siècle marque en quelque sorte le grand moment du royaume. Youssouf Ier s'allie avec la dynastie mérinide qui règne en Afrique du Nord, ce qui renforce sa position vis-à-vis des royaumes chrétiens du Nord. Avec ses nouveaux alliés, les Mérinides, Youssouf lance une attaque en territoire castillan pour tenter de reprendre certaines des terres perdues par ses ancêtres. Cependant, l'ascendance de Grenade est de courte durée. Tout juste 7 ans plus tard, le roi Alphonse XI de Castille bat les musulmans lors de la bataille du Rio Salado, obligeant les alliés de Youssouf, les Mérinides, à quitter définitivement l'Espagne. Ce qui peut expliquer pourquoi, à la fin de son règne, Youssouf fait construire une imposante tour défensive, la plus grande de toutes sur la façade nord de l'Alhambra. La tour de Comares. Cette énorme tour de 45 mètres de haut est la pièce centrale du nouveau palais que Youssouf décide de bâtir. Pour l'intégrer au plan nouveau palais, les architectes de Youssouf doivent prolonger une tour existante de la façade nord. Ils déplacent le chemin de ronde sur une nouvelle muraille plus au nord et élargissent la tour de 12 mètres. Mais Youssouf ne pense pas uniquement à se défendre. Il pense avant tout à son image. Cette tour a pour mission d'être une affirmation. Youssouf Ier vient de subir une terrible défaite. Il décide d'édifier un monument qui va renforcer son pouvoir et son invulnérabilité aux yeux de son peuple. Je pense que Youssouf Ier a fait construire la tour de Comares qui se tient derrière moi parce qu'il voulait prouver qu'il était un grand sultan. C'est indéniablement une déclaration politique. Cette tour est énorme, pesante, très haute, et ses sujets ne pouvaient ignorer le fait qu'elle les dominait. En édifiant cette tour, Youssouf marque son royaume du sceau de son autorité. Mais Youssouf ne cherche pas uniquement à impressionner son peuple. Il veut établir son invulnérabilité dans l'esprit de ses ennemis chrétiens. La grande salle du palais de Comares compense en quelque sorte son absence de puissance militaire. Devant en passer par des négociations politiques et diplomatiques, il a besoin d'un lieu imposant où parlementer.
De nos jours, des milliers de touristes sont envahis par le même sentiment de grandeur que devaient ressentir les ambassadeurs chrétiens lorsqu'ils venaient rencontrer le sultan. Tout, à l'intérieur du palais, est conçu pour impressionner. C'est le grand palais de Youssouf. En son sein, resplendit la salle des ambassadeurs. Tout dans cette pièce grandiose a pour but d'intimider. L'ampleur des défenses de l'Alhambra devait se graver dans l'esprit des ambassadeurs. Tout y est calculé pour donner un sentiment de suprême invincibilité. La décoration sophistiquée des murs répète des préceptes arabes à la gloire d'Allah. Il s'agit principalement de la devise des Nasrides. Il n'y a de vainqueur que Dieu, et elle est répétée à l'infini. Ils veulent signifier que Grenade ne sera conquise que si telle est la volonté de Dieu. Ce qui est un message à la fois défensif et offensif. À 23 mètres de hauteur, la splendide décoration du plafond est constituée de plus de 8000 morceaux de bois de cèdre peint et représente les 7 paradis de l'islam. La tour de Comares est un microcosme de l'univers contrôlé par le sultan. Ce qui revient à dire qu'il est le maître de l'univers. Et c'est une déclaration extrêmement audacieuse. Cette salle constitue le principal défi auquel les architectes de Youssouf ont été confrontés. En y pénétrant, chaque ambassadeur doit être subjugué par le pouvoir et la présence du sultan. Pour ce faire, ils doivent concentrer toute l'attention sur le trône du souverain. Il s'agit d'une manipulation saisissante de l'espace destinée à souligner le pouvoir et la grandeur de Youssouf Ier en tant que souverain et le contrôle absolu qu'il exerce sur son royaume. Pour réussir ce tour de force, les architectes de l'Alhambra n'ont qu'une seule ressource: les mathématiques. Lorsque le monde antique s'est effondré, les connaissances mathématiques utilisées pour édifier les grands monuments grecs et romains ont été recueillies par les savants musulmans et transmises par les maisons de la sagesse musulmane jusqu'à l'époque de la dynastie nasride. Toutes les connaissances des Grecs puis des Romains ont été incorporées aux mathématiques de l'islam. Ils ne les ont pas rejetées car elles ne menaçaient pas leur religion. Cet héritage mathématique de l'Antiquité a non seulement été transmis, mais amélioré. Les architectes hispano-musulmans ont utilisé une unité de mesure héritée de l'architecture antique et appelée coudée. Elle équivaut à plus ou moins 62 cm et est à la base de pratiquement tous les plans de l'Alhambra. Ainsi, pour créer un espace dont la grandeur puisse couper le souffle aux visiteurs, les architectes du sultan dessinent un carré d'une surface de 18 coudées carrées. Ils le divisent en suivant les lignes horizontales et diagonales. Ils tracent ensuite 4 arcs entre les angles et le point central. En rejoignant les extrémités de ces arcs, ils obtiennent un octogone, ce qui leur permet de créer un carré plus grand à la diagonale de l'original et qui définit la place des fenêtres centrales. Des triangles équilatéraux, tracés à partir du centre des murs, leur donnent la largeur parfaitement proportionnée de ces fenêtres. Ça devait être terriblement intimidant de pénétrer dans la salle des ambassadeurs et de voir le sultan placé au centre, régissant tout l'espace, avec à l'arrière-plan le panorama de la ville et du royaume de Grenade. C'était sans doute très impressionnant et tout avait été calculé dans ce but. Menaçante de l'intérieur comme de l'extérieur, la tour a apparemment rempli son office. Personne n'ose attaquer l'Alhambra durant le règne de Youssouf. La chute du sultan sera en fait totalement inattendue. Avec les grandes réalisations viennent les grands chagrins. Et avant que l'Alhambra ne puisse réellement prospérer,
la citadelle devra vivre l'un des événements les plus traumatisants de son histoire. Le 19 octobre 1354, plus d'un siècle après la fondation de l'Alhambra, Youssouf Ier s'apprête à faire sa prière lorsqu'il est attaqué par un esclave fou. L'homme le poignarde à mort. Youssouf a tout juste 36 ans. Mais sa mort va permettre à son héritier, Mohamed V, de créer ce qui va devenir le plus grand monument de l'Alhambra. 5 ans après son accession au trône, une faction rivale tente d'assassiner le nouveau sultan. Mohamed prend la fuite et va chercher refuge chez le plus ancien ennemi de Grenade, le roi chrétien de Castille. Malgré son surnom, Pierre le Cruel aide Mohamed à reconquérir son trône. Pierre le Cruel et Mohamed V étaient liés par une amitié basée sur des intérêts intellectuels et artistiques communs. On peut penser que l'amitié entre ces deux hommes était réelle et n'avait rien à voir avec la politique. Ce qui, à mon avis, souligne le fait que chrétiens et musulmans n'étaient pas continuellement en conflit. L'amitié qui unit les deux hommes va transformer définitivement l'Alhambra. Comme de nombreux rois espagnols, Pierre le Cruel est profondément impressionné par la beauté de l'architecture musulmane. Ainsi, lorsqu'il construit un nouveau palais à Séville, il le fait sur un modèle musulman. Et quand Mohamed récupère enfin son trône et retourne à Grenade, il a passé plusieurs années à discuter architecture en compagnie d'un autre passionné. Et il rapporte à Grenade des idées qui ont été expérimentées à Séville. C'est très intéressant, car cela signifie que le bâtiment que nous considérons comme le summum de l'architecture islamique en Espagne est en partie redevable à un palais chrétien de Séville. Lorsqu'il rentre à l'Alhambra, Mohamed est bien décidé à surpasser le chef-d'œuvre sévillan de Pierre. Et sa réponse va être un véritable tour de force architectural. Doté de magnifiques cours et de splendides plafonds, le palais de Mohamed V va s'avérer encore plus sophistiqué et plus accompli que le chef-d'œuvre arabisant de son puissant voisin chrétien. Sous le règne de Mohamed V, la vieille rivalité entre Grenade et la Castille prend un tour totalement différent. Grâce à son amitié avec Pierre de Castille, les affrontements militaires se transforment en rivalité artistique. Mohamed commande le palais de la Cour des Lions afin de reproduire et surpasser la beauté du palais sévillan de Pierre de Castille. C'est un modèle différent de palais. Il est plus accompli que les autres, car il a été influencé à la fois par les architectures islamiques et chrétiennes. La Cour des Lions est pour un grand nombre de gens le summum de l'architecture nasride et de l'architecture islamique en Espagne. C'est un espace complexe, luxueux, raffiné, et il réunit le tout en un lieu ravissant. C'est le joyau de la couronne de l'Alhambra, bâti à partir d'une série de rectangles dépendants les uns des autres. Les architectes de Mohamed ont eux aussi utilisé la géométrie pour obtenir un effet exceptionnel. Quand on regarde la façade, on voit que la largeur de la base est utilisée pour former un carré qui va définir le niveau suivant. Ensuite, on prend la diagonale de ce carré et on la met à la verticale. Le point où la diagonale rejoint la verticale marque l'étage suivant. On fait ensuite exactement la même chose avec cette diagonale. On obtient ainsi une relation très précise entre la hauteur d'un étage et celle du suivant, selon les règles de l'architecture grecque antique. Cela nous semble juste car nos critères de beauté sont définis par l'architecture de la Grèce antique. Nous admirons les monuments grecs car ils sont présentés comme des bâtiments parfaits. Et néanmoins, malgré cette influence occidentale,
le palais de la Cour des Lions demeure un édifice résolument oriental. Quand on le regarde aujourd'hui, on ne le voit pas exactement tel qu'il était. Les 4 cadrans autour de la fontaine centrale étaient des massifs de fleurs. Ces massifs de fleurs étaient entourés par les salons des femmes du sultan qui surplombaient le patio central. Il y avait des gens assis tout autour sur des coussins et des tapis et qui ne voyaient que le haut des plantes, des arbustes et des arbres. On trouve dans ces pièces les trésors les plus spectaculaires du palais, de splendides éléments décoratifs appelés moukarnas ou mokarabès en castillan. Ils n'appartiennent qu'à l'islam. Il est difficile de dire d'où ils viennent. On a même du mal à les comprendre quand on les voit. Ils sont tellement éblouissants qu'ils en deviennent déconcertants. On a le sentiment qu'ils ne pèsent rien, comme s'ils n'étaient pas là. On dirait qu'ils bougent quand on les regarde à cause du jeu d'ombre et de lumière sur ces petites stalactites. Une fois de plus, ce sont les mathématiques qui sont à l'origine de cette étonnante complexité. Une géométrie exacte basée sur une association de triangles et de rectangles. De nombreuses coupes du plâtre créent différentes formes géométriques appelées adaharas. Elles sont fixées sur les murs à l'aide d'argile, prêtes à être peintes. Le résultat est extrêmement complexe, non seulement à cause du jeu perpétuel entre les pleins et les vides, mais aussi parce qu'à l'origine elles étaient peintes. En bleu vif, rouge vif, l'effet devait être éclatant. Les peintres utilisent des pigments exotiques tels que le bleu lapis lazuli, qui est extrait en Afghanistan de la roche du même nom et coûte aussi cher que l'or. C'est comme si les lois de l'existence avaient été totalement modifiées, car on a au-dessus de la tête cette voûte qu'on ne peut pas appréhender. On est incapable de comprendre ses dimensions spatiales. Il n'y a aucun point sur lequel on peut fixer les yeux. C'est une extraordinaire expérience sensorielle. Cette époque va s'avérer être le point culminant du royaume musulman de Grenade. Un siècle après l'alliance artistique de Mohamed et Pierre, une association d'un autre genre va marquer la chute de l'Alhambra. En 1469, les royaumes chrétiens de Castille et d'Aragon sont réunis par l'union entre Isabelle et Ferdinand. Cette alliance historique va engendrer le royaume d'Espagne et marquer une nouvelle étape dans la politique chrétienne à l'égard de Grenade. La Reconquista sera une croisade impitoyable. Le jour du nouvel an 1492, après 10 longues années de guerre, Grenade, dernier bastion musulman en Espagne, capitule finalement face aux chrétiens. Parmi les témoins espagnols de la reddition, se trouve un capitaine en quête d'un mécène royal pour financer son voyage à la découverte du Nouveau Monde. Il s'appelle Christophe Colomb. Les nouveaux maîtres catholiques de l'Alhambra vont bientôt marquer de leur sceau la forteresse. Le roi Charles Quint y fait construire un immense palais carré doté d'un patio circulaire. Il contraste violemment avec l'architecture de ses prédécesseurs nasrides. Mais rien ne saurait déprécier cette beauté exquise. Comparé au sombre et humide palais de pierre européen, l'Alhambra est un univers totalement différent. Il n'est pas étonnant qu'ils aient tout fait pour conquérir l'Alhambra. Il était d'une grande beauté et différait en tout point de ce qui existait alors en Europe. Tout d'abord une forteresse, puis un somptueux palais, avant de devenir une merveille visitée par des touristes venus du monde entier, l'Alhambra demeure le testament du génie et de la beauté de l'art et de l'architecture de l'islam.